bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une introduction très rapide parce que je pense que ce qui est important, c'est vous qui parliez, non pas moi. On aura l'occasion d'échanger plus longuement après cet après-midi avec Eric. Mais on va profiter de ce temps très court puisque Cynthia, vous devez repartir sur Paris là, tout à l'heure. Donc voilà, merci d'être là. On est vraiment ravis de vous accueillir sur ce magnifique projet qui a été au pavillon de l'Arsenal sur le soin. Et je vous laisse la parole parce que c'est vous qui êtes les invités. Merci. Tac, c'est bon. Donc on va vous présenter l'exposition Soutenir qui a été donc effectivement au pavillon de l'Arsenal. On a commencé à élaborer ce projet il y a maintenant 4 ans. Donc effectivement, donc avant la Covid. Et donc la Covid est arrivée et d'une certaine manière a validé, je dirais, quantité de questionnements et de pistes, de propositions pour mieux articuler le soin, la ville, l'architecture. L'idée de la réflexion première, c'était de dire, voilà, est-ce que y a un tournant essentiel incarné par le Caire dans l'architecture ou pas, et quel est ce tournant, comment on peut en témoigner dans ses formes architecturales, dans son esprit. Il y avait une autre question qui était comment le soin et la ville s'édifient conjointement, c'est-à-dire que là où il y a de la ville, des politiques de santé publique vont émerger, des questions de soins vont émerger, et puis en même temps de s'interroger sur tout l'environnant de la ville, c'est-à-dire tout ce qui devient éventuellement malade ailleurs. Hein, donc quels sont les territoires malades et comment aujourd'hui on ne peut plus notamment produire un territoire de soins en coproduisant dans ses marges un territoire malade. Donc ça, c'était une vraie question essentielle et comment l'architecture pouvait être le viatique d'une articulation vertueuse, justement. On ne rend pas malade. Et puis on racontait plus globalement aussi l'histoire des hôpitaux, des lieux de soins, comment des lieux de soins ont été des lieux de butée. Alors on a pris ce néologisme, on l'a forgé à partir d'une notion qui est une notion lacanienne qui s'appelle les points de butée, et on voulait justement montrer comment il y a des lieux de butée, c'est-à-dire qui nous permettent de penser, de conceptualiser, de réinventer aussi la discipline qu'ils sont censés servir, en l'occurrence très souvent la psychiatrie, puisqu'il y a eu des alliances très fortes entre la psychiatrie et l'architecture. Enfin voilà, il y avait toutes ces grandes questions, et ça a donné lieu à une scénographie particulière qu'on va vous exposer. Et puis Eric, donc, de Thoisy, Cynthia Fleury. Donc moi je suis titulaire de la chaire de philosophie à l'hôpital GHU Paris, psychiatrie et neurosciences, et professeur titulaire de la chaire humanité et santé. Et Éric de Thoisy est architecte chez SCO et par ailleurs chercheur associé à la chaire de philosophie du GHU. Ah oui, pardon. Voilà, et le pavillon de l'Arsenal, donc troisième acteur, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, le centre de recherche et d'exposition sur l'architecture et l'urbanisme à Paris, donc qui est quai de la Râpée, au bord de la Seine. C'est un lieu donc, qui organise régulièrement des expositions, des événements, qui publie des livres. C'était aussi l'éditeur de notre livre, puisque Soutenir, c'est aussi un livre qui malheureusement est en rupture de stock, mais on essaye d'en relancer. Voilà, donc c'est une exposition qui a eu lieu entre avril et septembre 2022. Et donc là, on est en train un petit peu de la continuer à la faire vivre par des présentations et par des itinérances. L'expo va aller très probablement à Genève ainsi qu'à Bordeaux. Donc ça sera des manières de continuer à enrichir cette réflexion. Donc c'est une exposition qui s'appelle Soutenir. Tu veux dire un mot sur ce titre ? Oui, je crois que chacun entend un peu ce qu'on a voulu dire dans ce titre.
Je fais un petit aparté sur la question du titre, mais Dieu sait si ça a été un sujet, parce que c'est comme le titre d'un ouvrage, c'est à la fois une prérogative normalement de l'éditeur, et puis je dirais, c'est un titre, c'est à la fois quelque chose qui ne doit pas dénaturer le contenu, et en même temps, bien évidemment, qui doit être un premier terme commun avec l'extérieur, qui n'est pas immédiatement en phase avec votre sujet. Et donc on avait différents autres titres, et notamment on avait un titre qui nous parlait, mais parlait moins à l'Arsenal, qui était lieu tenant. Et lieu tenant parce que ça jouait précisément à la fois sur le fait qu'un lieu nous tient, nous maintient, et en même temps avec le fait de lieu tenant, hein, on entend bien évidemment la question militaire, et c'est aussi tout ce qui traverse l'exposition. C'est pas simplement soutenir, parce que soutenir tout d'un coup casse cette ambivalence qui effectivement traverse la notion de soin, parce que le soin peut être là aussi l'instrument d'une démarche d'ordre, d'une démarche de surveillance, et on voulait aussi la rappeler comment justement sans cesse les humanités médicales essayent de lutter à l'intérieur des questions de santé et de soins pour faire en sorte que oui, le soin soit plutôt du côté de la liberté que du côté de la normalisation, que du côté de l'hypermédicalisation, que du côté du contrôle, etc. Et qu'en fait le combat n'est jamais calme, il est toujours en tension, et donc lieu tenant raconter cela. On est tombé sur soutenir parce que directement, on avait à la fois une dimension architecturale dans la notion de soutenir, et en même temps, on avait cette question de la soutenabilité, qui est éminemment une question de la transition écologique, et puis on avait une question directement lié à ce qu'on appelle l'éthique du care. Le terme soutien, soutenir, ça peut renvoyer à une dimension clinique, si j'ose dire, c'est-à-dire Winnicott, par exemple, hein, qui est à la fois psychiatre et pédiatre, psychanalyste et pédiatre, et qui a défendu grandement ces questions de holding, de handling, de dimension phorique au sens grec, hein, au sens de sa porte. Et donc voilà, donc soutenir, c'était un item comme ça lancé et qui racontait tout cela. Oui. Et voilà, et on en a une illustration ici qui était une des pièces importantes de notre raisonnement. Voilà, on avait une reproduction de ce tableau dans l'exposition, qui est un tableau qui, pour la petite histoire, appartient à la PHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui était un partenaire de notre travail. C'est un tableau qui est dans le bureau du directeur de la PHP. Donc ça fait partie de leur histoire, de leur mythologie interne, si je peux me permettre. Tu peux rappeler. Bien sûr. Donc ça, c'est une illustration du holding, du fait de tenir l'enfant. Donc ça, c'est un tableau, donc voilà, on en reparlera dans le déroulé, mais c'est un tableau qui date du 19e siècle, avec une nourrice, Marianne. À l'époque, c'était l'époque de la 19e siècle, il y avait beaucoup de mise en nourrice, c'est-à-dire que les parents envoyaient les enfants chez les nourrices, et notamment à la campagne, parce que c'était les environnements jugés comme plus sains, comme plus thérapeutiques déjà pour les enfants, notamment les enfants malades, ce qu'on appelait les enfants scrofuleux à l'époque. Et donc là, on est sur la côte d'Opale, et donc c'est une nourrice, Marianne. Vous verrez dans le tableau tout à l'heure, il y a une plage hors champ. Elle emmenait les enfants sur la plage, et on s'est rendu compte qu'elle avait des résultats très bénéfiques pour la santé des enfants. Et la PHP a décidé de permettre cette expérience de soins à un plus grand monde, et donc ils ont choisi exactement cette plage pour construire un hôpital maritime qui est l'hôpital maritime de Berck. Donc il y a une forme de changement d'échelle comme ça de ce premier holding très simple. L'architecture le prend en charge à une échelle beaucoup plus grande, et donc ça c'est l'une des choses qu'on essaie de raconter dans notre propos, c'est que cette fonction soutenante, peut-être qu'on peut la déplacer vers l'architecture, et que c'est une nouvelle manière d'envisager une fonction soignante de l'architecture par ce prolongement, ce changement d'échelle du holding. Donc c'est une nouvelle manière aussi de réactualiser les relations entre architecture et psychanalyse en faisant glisser ces termes du sujet humain vers l'archi. Oui. Donc fonction soignante de l'architecture et dans l'autre sens dimension spatiale du soin.
Voilà. Donc c'était une expo qui était organisée en 7 grands temps, qui correspondait aussi à 7 espaces dans le premier étage du pavillon L'Arsenal, où à chaque fois, cette manière de raconter l'histoire des relations entre ville, architecture et soins, c'était un parti ça qu'on a pris assez tôt, c'était d'avoir cette histoire comme une quasi-autonomie, même si évidemment il y a plein de liens entre les choses. Donc c'est à chaque fois, on repart un petit peu de zéro, si on peut dire, et puis on re-raconte l'histoire, avec un premier terme qui en fait est partout, c'est la notion de distance, c'est-à-dire comment où une ville ou une société positionne-t-elle ses espaces de soins, depuis la centralité jusqu'à la marge, et qu'est-ce que ça veut dire de la manière dont une société considère ses sujets malades, ses sujets les plus vulnérables. Voilà, donc on parle d'exclusion, d'inclusion et de ces allers-retours dans l'histoire. Et donc on travaille toujours sur cette notion de distance physique, géographique, et puis qui immédiatement se dit effectivement en distance pathologique, en distance normative, et qu'est-ce que ça raconte des liens de la société effectivement avec les individus qui la composent. Voilà, donc on avait un projet qu'à l'Agence Co on aime bien, nous particulièrement, au-delà du fait que c'est l'hôpital le plus ancien de France, c'est aussi un projet sur lequel on a longtemps travaillé, qui est l'Hôtel-Dieu de Paris, qui depuis le 7e siècle à peu près, selon les sources les plus sûres, se situe à peu près au même endroit au centre de Paris. Il a une histoire qui est passionnante, enfin voilà, plein de petits déplacements, il passe par-dessus la Seine, il bouge, il est sur le parvis Notre-Dame, puis il est dégagé du parvis par Haussmann pour libérer le parvis, enfin il a toute une histoire, mais en gros, il est au kilomètre zéro au sens propre, puisqu'il y a la borne zéro de la cité, depuis plus d'un millénaire. Donc il y avait vraiment une incarnation de la centralité du soin, même si évidemment il a une histoire qui est aussi très dégradée, qui est très mise en danger. Voilà, donc il incarne aussi cette ambivalence. Oui, puis il incarne cette ambivalence, tu as raison, dans son histoire, dans le sens où, alors là, pour le coup, on voit très clairement, quand on accompagne l'histoire de l'Hôtel-Dieu, comment on est passé de la question de l'hospice et du lieu où on mourait et où, en fait, on était essentiellement dans un lieu pour protéger la société, c'est-à-dire on protégeait pas les malades, mais on protégeait la société des malades, et puis et c'est très bien raconté par Foucault, puis on le verra un peu plus loin, et puis petit à petit, on allait au contraire vers quelque chose qui est soutenant de la société et des malades eux-mêmes et des individus, et qui n'est plus le lieu ni d'un enfermement, ni d'une exclusion, mais de quelque chose au contraire qui vient architecturer la cité et qui est en son cœur. Voilà, donc pour info, on a dans le livre aussi des textes, on a 14 textes d'auteurs qu'on a invités et qui viennent ajouter comme ça des points de vue à tout notre propos. Et on a un texte de Lucie Taïeb qui raconte cette ambivalence de l'Hôtel-Dieu, qui est à la fois au centre de la ville, mais en même temps derrière un mur d'enceinte qu'on a du mal à faire tomber. Et puis voilà, on a juste pour que vous compreniez un petit peu, là on a une version sur cette présentation, c'est une version édulcorée, synthétisée par rapport à l'expo, qui était déjà une version synthétisée par rapport au livre. Mais voilà, c'est pour raconter un peu les grands temps. Donc différents épisodes qui racontent la mise à distance, avec des dispositifs plus ou moins explicites, qu'ils soient géographiques ou architecturaux. Par exemple, je dis géographique parce qu'on peut penser à la figure de l'île, de l'insularité, qui est un territoire hors du monde, entre guillemets, sur lequel, à un certain moment, on met par exemple ici les lépreux. Donc ça, c'est toute l'histoire des Lazarets. Il y en a plein dans l'histoire, notamment en Italie, qui a une belle historique en termes de Lazare. Et il y en a en face de Marseille, qui est à Frioul. Un autre épisode de mise à distance, qui est l'épisode des... Donc là, on est au tournant de l'an 1000 à peu près, l'an 1000, 1100. Donc c'est le moment des maladreries. Donc ça, c'est des petits établissements qu'on a mis aux portes des villes pour les lépreux. Maladrerie, c'est un autre nom de léproserie. Il y en a une à Poissy, qui est la seule encore debout en France métropolitaine. Il y a encore des restes de chapelles. Et donc ça, ces doubles pages vertes, il y en aura quelques-unes dans la présentation. Ce sont 9 lieux qui ont été étudiés en détail. 9 lieux qui ont été... C'est un très beau travail qui a été réalisé par Marie Tesson, qui est doctorante en chiffres à l'agence et encadrée par Cynthia Fleury et Antonella Tufano, qui a fait ce travail d'identification de ces lieux dont l'histoire, quand on la raconte en détail, elle raconte toutes ces ambivalences. C'est ça, c'est ce qu'on pourrait appeler ces fameux lieux de butée. Il y en a plein d'autres en l'occurrence, mais c'était une manière comme ça, sur un court récit, d'attraper toute l'ambivalence et aussi comment très souvent il résonnait avec les 7 thèmes. Voilà, le Poissy, c'est intéressant. Aujourd'hui, sa situation est intéressante. À chaque fois, on pousse l'histoire jusqu'à maintenant. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est une petite dent creuse. Il y a toute une immense parcelle qui a été rachetée par le PSG tout autour pour faire leur camp d'entraînement. Donc, ils ont tout racheté, sauf un petit bout qui est la maladrerie de Poissy. Donc, il y a aussi une tension entre deux modèles du soin qui est assez
intéressante. Un peu plus tard, donc là c'est plutôt 17e, ça c'est par exemple l'hôpital Saint-Louis à Paris. Qui est intéressant, lui ce qu'il raconte c'est passionnant parce que si vous comparez entre les deux images, en bas c'est aujourd'hui, on voit comment la ville, Saint-Louis pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, j'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous, Saint-Louis aujourd'hui c'est au cœur d'un des quartiers les plus vivants de Paris, dans le 10e arrondissement à côté du canal, et donc on voit comment la ville est venue rattraper ce qu'elle avait sorti, donc ça nous pousse aussi à renégocier les frontières entre la normale. Voilà, comment on a exclu. Ce qui était périphérique est devenu un des centres. Un autre épisode qui est instructif, ça c'est l'hôpital Avicenne à Bobigny. Donc là on est dans les années 1930, qui s'est longtemps appelé hôpital franco-musulman. Jusqu'à sa reprise par la PHP. Donc il y a un hôpital, pareil, on a retracé son histoire, il y a une recours à une architecture néo-mauresque qui est censé s'adresser à une certaine population, puisque l'hôpital a été destiné initialement à accueillir pour le soin uniquement une population issue des colonies françaises. Et on sait bien aujourd'hui que c'était à la fois un lieu de soins de ces populations, mais aussi de contrôle pour tenir à jour les registres de la population qui habitait, de cette population-là qui habitait l'Île-de-France. Notamment à des moments, il commençait à y avoir certaines revendications d'autonomie dans ces territoires. Donc là, c'est intéressant parce que ça montre une autre forme d'ambivalence du lieu de l'hôpital, qui est à la fois un lieu de soins, mais aussi un lieu de contrôle. Et évidemment, double relégation, deux figures, le malade et l'étranger, qui là sont clairement superposés. Et puis un retournement malgré tout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Avicenne, c'est bien évidemment pas du tout, c'est au-delà, et c'est un des hôpitaux les plus, fréquentés par la population périphérique parisienne, mais c'est devenu un des grands lieux de Paris, de la région parisienne. Et ça, c'est une autre forme d'ambivalence. Là, on revient un petit peu en arrière, qui est beaucoup plus architecturale, beaucoup plus formelle. Donc ça, c'est un moment important de l'histoire des relations entre soins et architecture. C'est l'incendie de l'Hôtel-Dieu en 1772, l'Hôtel-Dieu de Paris. L'Hôtel-Dieu brûle et il y a toute une période, pendant une petite dizaine d'années, jusqu'à en gros à la Révolution française, une période pendant laquelle beaucoup d'architectes et de scientifiques et de médecins s'associent pour imaginer le nouvel Hôtel-Dieu avec plein de projets qui sont proposés. Finalement, l'Hôtel-Dieu sera reconstruit à peu près au même endroit, mais qu'importe, parce que l'époque aura absolument marqué l'histoire de la santé. C'est une époque qui a été analysée par Michel Foucault dans un livre qui s'appelle Les machines à guérir, et c'est l'émergence de ce qu'on appelle les machines à guérir. On va y revenir juste après. Et donc ça, ce projet-là, notamment, il est intéressant parce qu'on voit clairement un plan d'hôpital qui reprend le plan carcéral, le plan du dispositif d'une prison. Et qui renvoie bien sûr à la célèbre analyse du panopticon et du panoptique, mais on y reviendra tout à l'heure. Et c'est l'île aux cygnes qui, voilà, et ça ne s'est jamais fait, hein, en l'occurrence, c'est le projet. Ouais. Et puis la psychiatrie qui évidemment raconte d'une autre manière cette histoire de mise à distance. Ici on l'a pour illustrer, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais on avait mis dans l'exposition face à face ces coupures de presse qui montraient la résistance à Paris quand il y a eu ce qu'on appelait l'épisode de la sectorisation, qui a notamment donné lieu au retour de centres psychiatriques dans Paris intramuros. Et face à ça, on a voulu aussi mettre en avant l'épisode italien, qui a une singularité dans l'histoire de la psychiatrie, avec notamment le personnage de Franco Basaglia, qui a contribué à l'ouverture des hôpitaux psychiatriques, en commençant par celui de Trieste, et avec notamment un très bel événement qui était la réappropriation d'une tradition qui existait déjà, qui était celle du Carnaval des Fous, qu'il a réorganisé à Trieste avec la fabrication d'un cheval bleu qui est devenu un petit peu le symbole de la déstigmatisation de la santé mentale. Et ce slogan célèbre, la liberté thérapeutique. Oui, et donc et c'est vrai que Basaglia, c'est tout ce qui a aussi donné lieu à, et c'est lié aussi en France à toute cette révolution de la psychiatrie. Tu as parlé de la psychiatrie de secteur, mais plus globalement à une vraie ouverture de la psychiatrie, à une refonte totale de ses protocoles. Alors totale, calmons-nous, mais malgré tout, pour certains, à une volonté de véritablement, de sortir des fourches codines de la stigmatisation.
Donc ça, c'était un point essentiel. Et on a aussi les enfants, par exemple, la psychiatrie communautaire. Ce sont des enfants directs de Basalia. Et puis voilà, et Basalia, ce même Basalia a invité Raymond Depardon à la fin des années 70 pour documenter ces hôpitaux psychiatriques italiens. Et ça, c'était l'une des très belles choses qu'on a eu la chance d'avoir à l'Arsenal, en vrai, puisque Depardon nous a prêté des tirages issus de ce travail, donc qui date des années 79-80, notamment l'hôpital psychiatrique de Venise, qui était en train de fermer ses portes. Maintenant, il y a un très bel hôtel sur l'île qui s'appelle San Michele, je crois. Oui, San Michele. Et puis une autre forme de mise à distance, mais celle-là qui se joue au sein même de l'architecture, une mise à distance intrinsèque, normative, c'est quand l'architecture, ça aussi il faut le prendre évidemment dans toute une histoire, mais il y a au XXe siècle un tournant quand même qui se passe, où l'architecture devient une discipline très normative, avec des cahiers des charges auxquels tous les architectes doivent de plus en plus répondre, qui est un certain nombre de dimensions auxquelles l'architecture doit répondre, pour rendre les espaces habitables par des corps jugés normaux. Donc ça, c'est un moment donné où c'est le modulaire évidemment de Le Corbusier aussi. Donc c'est comment on a un corps idéal qui se dessine, un corps en bonne santé, que l'architecture doit abriter, quoi. Oui, et donc l'idée, c'est à l'inverse, c'est de dire comment on résiste à ce tropisme validiste qui est plus ou moins dit, plus ou moins implicite, plus ou moins impensé, et comment on le corrige. Et aujourd'hui, on est dans une phase plus correctrice de ça, mais malgré tout, il y a toujours un réflexe très normatif de la représentation du corps qui est non dite et qui inscrit un certain type de geste architectural. Et on est dans une phase correctrice, mais il y a quand même des conséquences énormes de toutes ces traditions. C'est qu'il y a une ville qui est très majoritairement inhabitable pour tout un tas pour une énorme partie de la population. Et ça, on l'a illustré en faisant une petite recherche sur un site de location de logement, en cochant la case accessibilité PMR, et on voit l'offre se réduire drastiquement. Deuxième partie de notre exposé, c'est une autre forme de mise à distance qui marche en même temps que la première. Donc ça, c'est une partie qu'on a appelée élément. On va vous expliquer pourquoi. Donc pour le dire en deux mots, en fait, c'est comment il y a une autre forme de mise à distance de la ville, mais cette fois qui est choisie dans une volonté de soin. On quitte la ville pour se soigner. Donc on prend l'histoire un petit peu dans l'autre sens, si vous voulez. Et ça, c'est à comprendre en revenant en fait à des choses anciennes dans les villes antiques, grecques et romaines. Il y a très tôt l'importance accordée à ce qu'on appelait les éléments, c'est-à-dire l'air, l'eau, le lieu, et le traité d'Hippocrate. Donc Hippocrate a écrit un traité d'urbanisme, d'architecture qui s'appelle Des airs, des eaux et des lieux, dans lequel il raconte l'importance de la qualité sanitaire d'un espace pour y établir une habitation. Donc la qualité de l'air, la qualité de l'ensoleillement, la qualité de l'eau et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est toute une tradition. On voit comment ces choses-là, intangibles en tout cas qui ne sont pas de l'architecture, participent à la conception des espaces. Donc ça, il y a toute une histoire évidemment de ça. Ici, on a quelques exemples qu'on a pioché comme ça pour raconter l'histoire, avec l'importance par exemple de l'aération pour chasser les mauvais airs de la ville, que ce soit à l'échelle d'un logement. Vous avez en bas à droite Augustin Rey, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les systèmes d'aération, des plans qui permettent l'aération des logements, ou des choses à plus grande échelle avec un hôpital et sa grande cheminée, ou encore des ponts qui sont détruits pour éviter l'exposition à des mauvais airs stagnants. Donc on chasse les mauvais airs de la ville et en même temps on quitte la ville pour aller chercher les bons airs. Et ça, c'est toute la tradition, notamment d'un moment majeur de l'histoire de l'architecture, c'est les sanatoriums dans les années 30. Il y a Alvar Aalto, il y en a plein. Il y en a plein de très connus. Il y a celui-là, on avait un film très, très beau et assez rigolo, qui était à Aix-les-Bains, qui était un sanatorium qui, en plus d'être un sanatorium, il tournait sur lui-même pour que les chambres soient en permanence... Face au soleil. Face au soleil, pour les patients soient exposés toujours au soleil. Donc ça, c'était fait par un médecin qui s'appelle Jean Sedman. Il en a construit 3. Donc voilà, en plus de profiter de l'altitude, de l'environnement, de l'air, il y avait aussi l'idée d'aller profiter du soleil. Et donc ça, c'est Aalto qui a fait ce sanatorium évidemment très célèbre. Et puis il y a celui-ci qui lui raconte une toute autre histoire.
Il raconte une toute autre histoire, mais tu peux la raconter en l'occurrence. Mais on va dire qu'il effectivement commence comme un sanatorium et qui a un épisode compliqué quand la Deuxième Guerre mondiale arrive et qui deviendra d'un lieu de soins un lieu de concentration, un lieu pour le coup d'enfermement. Et donc voilà, c'était là sur un même lieu comment l'histoire peut vaciller avec une même architecture. Et effectivement, sur la question élémentaire, et puis tu vas certainement terminer là-dessus, mais sur la question élémentaire, c'est vrai que ça nous fait aussi penser à Perriand. Perriand, c'est quelqu'un qu'on a notamment ressollicité à d'autres moments, mais qui posait l'architecture comme biologique. Quand on lui demandait de donner une définition de l'architecture, il disait qu'elle est biologique et que fondamentalement, son travail, c'était cette scénographie, cette mise en scène possible où les éléments vont pouvoir donner leur maximum d'accompagnement à la vitalité du sujet. Ouais. Voilà, donc aller chercher les bons airs à l'extérieur de la ville, aller chercher les bonnes eaux qui, elles aussi, à un moment, sont intégrées dans une pensée du soin. Et donc ça, c'est l'hôpital maritime de Berck qu'on a déjà raconté un petit peu en intro, qui est une forme de mise à l'échelle de ce holding de la nourrice, voilà, le même spot est remplacé et choisi pour faire ce très gros hôpital. Et toute la ville de Berck, en fait, s'est constituée autour de cette fonction de soins. Voilà quelques images jusqu'à aujourd'hui. Hop. Et donc ça, c'est voilà, là on voit à un moment, on est au tournant du XXe siècle, comment l'APHP donc a des établissements comme ça satellites qui sont dans des environnements, soit en altitude, soit au bord de l'eau, soit tout ça. Et puis il y a un autre voilà, de la même manière qu'avec l'air, il y avait des mauvais airs et des bons airs, il y a des mauvaises eaux et des bonnes eaux. Et puis il a fallu chasser les mauvaises eaux de la ville en même temps qu'on allait chercher les bonnes eaux à l'extérieur. Donc ça, c'est toute l'histoire notamment de l'assainissement, l'histoire des égouts, qui est un moment évidemment important de l'histoire des villes, qui est le soin dans cette dimension, soin d'ingénieur, c'est soin au sens de salubrité. Il y a un document qui est passionnant, qui est cette carte d'un premier épidémiologiste, ça ne s'appelait pas encore comme ça, je crois, à Londres, dans les années 1850, qui le premier a eu l'idée de cartographier sur une carte, sur un plan de Londres, les foyers d'une épidémie de choléra pour essayer de localiser la source de l'épidémie. Et donc c'est le premier à donner, si vous voulez, une forme de matérialité géographique, cartographique à une maladie et non plus la penser comme quelque chose d'intangible dont on ne comprend pas très bien les processus spatiaux de propagation. Et puis donc voilà les épisodes de construction des égouts, donc ça c'est essentiellement au 19e siècle, avec ça a été documenté par des gens bien avant qu'on le fasse. Et voilà, on sait que c'est des moments qui ont complètement façonné les villes, refaçonné les villes. On avait un texte important, un texte très intéressant de Vigarello, Georges Vigarello, historien, sur ce sujet-là. Avec plusieurs choses qu'on peut dire sur ce sujet-là. Deux choses importantes qui pour nous sont importantes. Il y a le retour avec Haussmann et avec d'autres de l'idée de penser la ville comme un corps. Haussmann, quand il parle des égouts, il parle d'organes, il parle d'artères, il parle de fluides et de déjections. Il y a toute une métaphore organique de la ville qu'on retrouve en fait à plein d'époques. Ici, on en a, on a Richard Neutra, on a Ungers, on a Alberti à la Renaissance. Donc à différentes époques, il y a l'idée de penser la ville et de penser le bâtiment comme un corps, et donc de fait de penser le médecin et l'urbaniste comme penser l'architecte et l'urbaniste comme des médecins. Donc on voit qu'il y a une solidarité entre les disciplines qui est très ancienne en fait, et qui est très structurante aussi dans la manière dont on pense les choses. Et puis deuxième élément que Cynthia a déjà un peu évoqué en introduction, c'est cette idée qu'on appellerait aujourd'hui d'externalité négative par exemple, c'est cette idée pour que la ville se constitue comme un espace sain. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les mauvaises eaux et qu'on les met à l'extérieur. Donc il y a des territoires qui sont sacrifiés aux portes des villes, on ne fait que déplacer la maladie, en d'autres termes. Et donc ça, on avait un exemple intéressant aux portes de Paris, qui est la plaine de Pierrelet, qui a été choisi au XIXe siècle sous l'administration Haussmann pour faire de l'épandage des boues parisiennes. Et donc c'est un territoire qui a servi, vous vous en doutez peut-être, de faire de l'agriculture intensive pendant quasiment tout le XXe siècle, avec des fruits et des légumes qui étaient ramenés au marché des Halles à Paris.
Donc il y avait quand même un retour à l'envoyeur. Et on s'est rendu compte depuis la fin des années 90, années 2000, que c'était un territoire qui était absolument pollué, puisque évidemment les égouts parisiens étaient dégueulasses. Et donc voilà, il n'y a plus d'agriculture dessus depuis une vingtaine d'années. Et surtout, il y a des problématiques aujourd'hui de contamination au plomb et de saturnisme chez les populations qui habitent sur place. Donc on voit aussi comment dans une logique de soins, c'est ce qu'on appelle ici l'envers du soin, mais c'est une autre formulation de ce que disait Cynthia tout à l'heure, comment dans une logique de soins, finalement, on rend malade d'autres territoires aux périphéries des villes. Donc on est dans une logique comme ça de ville versus marge qui aujourd'hui évidemment n'est plus tenable. Et puis j'enchaîne sur ça c'est une partie dont Cynthia va en dire un peu plus, la question du soin aux morts qui pour nous est venue assez rapidement, c'est devenu quelque chose d'essentiel. Je peux juste l'introduire avec ce même cas de la plaine de Pierrelet, parce qu'en fait avant d'être choisi pour faire de l'épandage, pour faire cette espèce de très grand champ qui accueille les boues parisiennes, le projet précédent de l'administration Haussmann qui a été retoqué, c'était de faire une gigantesque nécropole. Donc cette fois c'était pas les déchets qu'on envoyait aux marges de la ville, c'était tous les morts de Paris. Donc on est dans un épisode qui vient dans une histoire aussi, hein, où il y a eu les catacombes qui se sont effondrées, il y a eu tout un tas de choses. Et puis il y a ce moment du milieu du 19e siècle où on décide de sortir les morts de la ville avec ce projet gigantesque qui devait accueillir tous les morts de Paris, avec notamment la construction d'un chemin de fer spécial pour les acheminer. Donc voilà, là on est typiquement dans un territoire qui encaisse un peu les chocs, une superposition des vulnérabilités au cours de l'histoire, avec un autre épisode où on raconte que vraiment ce territoire était quasi maudit, ce territoire avait quasiment une vocation sacrificielle pour que vive Paris, puisque c'est un territoire qui avait été choisi aussi pour accueillir ce qu'on a appelé le faux Paris, c'est-à-dire une reproduction lumineuse de Paris pour accueillir les bombardiers, pour se faire bombarder à la place du vrai Paris. Donc là, on allait un petit peu plus loin dans la fonction sacrificielle de Pierrelet. Oui, juste 2 points. Pour revenir 2 secondes sur le saturnisme, c'est juste une référence si ça vous intéresse et qui montre comment justement ces épisodes sont aussi constitutifs de l'histoire de la santé publique. Je pense au cours qui a été donné au Collège de France lorsqu'il en a assuré la chaire annuelle de santé publique, Didier Fassin, et qui a véritablement fait montrer comment la santé publique s'est constituée aussi à partir de ces événements-là. Sur la question du soin aux morts, pourquoi c'est revenu cette question? Tout simplement aussi avec l'épisode de la Covid, puisque dans l'épisode de la Covid, chacun, enfin pas chacun, mais tous ceux qui ont été confrontés à la perte d'un être ont été empêchés, pour des raisons bien évidemment de santé publique, etc., mais ont été empêchés d'accompagner comme normalement on devrait pouvoir le faire, puisque la question du deuil, la question du rapport à la mort, c'est une légitimité, si j'ose dire, anthropologique. Il n'y a pas de cité digne de ce nom qui ne s'édifie justement en produisant un lien, certes avec les vivants, mais bien sûr avec la commémoration des morts, la manière dont on les accompagne, la manière dont on assure ce lien de façon très forte. Et là, c'était grandement empêché, et donc on a voulu refaire un rappel essentiel pour se poser aussi la question dans nos sociétés modernes, où est la mort, comment elle se place dans les espaces publics, qu'est-ce qu'on réinvente à partir de ce lien. On a repris notamment un travail qui avait été très très bien fait dans les années 70, à la fin des années 70, par Philippe Ariès sur la question de la mort, et qui montrait très bien qu'au fil de l'histoire occidentale, puisque c'est essentiellement sur l'Occident, comment dans le Moyen-Âge, disait-il, la mort était domestiquée. Pourquoi? Parce que les espaces liés à la mort étaient totalement, pour le coup, intramuros, et il y avait la question des veillées à l'intérieur, bien sûr, des maisons, mais plus globalement, dans les espaces de la ville, les espaces n'étaient pas si différenciés que cela, et plus on avance, plus on va médicaliser la mort, plus on va même l'effacer, la rendre invisible, sans doute dans une volonté aussi un peu de toute puissance,
dense et volontairement douce, et fondamentalement, soi-disant, cette idée d'effacer n'a rien de doux, hein, elle est absolument en fait déficitaire. Parce que ce que raconte aussi l'exposition, c'est ça, c'est qu'à force de vouloir nier la vulnérabilité, en fait, on s'affaiblit. On s'affaiblit parce que la vulnérabilité, elle revient. De toute façon, c'est un déni qui ne peut pas, comme tout déni, qui ne peut pas produire du vertueux. Et donc, résultat, c'est au contraire en rendant visibles ces points de vulnérabilité qu'on peut produire des approches et capacitaires et dignes de ce nom, qui ne vont pas produire des relations soit indécentes, soit dégradantes avec ces vulnérabilités. Et donc voilà, et donc c'est ce qu'on raconte avec ce soin aux morts et avec les différentes formes qu'il a pu revêtir jusqu'à aujourd'hui, proposer des espaces publics ou transformer des cimetières en des îlots de fraîcheur, où vous voyez sur le côté Agnès Varda au Père-Lachaise, qui a voulu créer une sorte de lieu holding autour de la tombe de son mari, compagnon de vie essentiel, et qui a produit un banc pour justement réinstaller un lien, mais pas qu'un lien, mais aussi pour d'autres. Donc tout d'un coup, ça devient un lieu tout simplement où on peut à la fois se recueillir et puis en même temps se régénérer. Oui, et peut-être un mot si certains veulent prolonger. Il y a un essai d'un nouveau texte de Pierre Madelin qui est sorti il y a quelques semaines, qui fait très bien le lien entre déni de la mort et déni de la nature, c'est-à-dire déni de l'appartenance de l'espèce humaine à la Terre. Comment ces deux choses en fait fonctionnent ensemble. Ce sont deux dénis qui fonctionnent ensemble. Et donc le titre de Philippe Ariès, c'est un titre très basique, alors je ne sais même plus. Non, c'est pas espace. Bon, c'est pas grave. C'est 2 tomes et qui L'homme devant la mort. L'homme devant la mort. L'homme devant la mort, et qui montre ce moment familier domestique c'est là d'où l'on vient, et aujourd'hui la modernité qui, dit-il, ensauvage la mort. Voilà, aussi d'autres réinterprétations contemporaines de ce que peut être l'espace de la mort, avec tout ce qui, aujourd'hui, les expérimentations sur d'autres formes d'inhumation au pied des arbres. Et puis, ça, c'est un travail que vous connaissez, c'est le travail de vos enseignants, les maisons qui meurent, donc qui étaient dans notre livre. Qu'on n'a pas pu exposer malheureusement à l'Arsenal parce qu'il ne fallait pas trop de Berdaguet Péjuge dans l'Arsenal. Donc on a choisi les psycho-architectures. Donc ça c'est intéressant pour nous, c'est un exemple qui est passionnant parce que ça montre aussi comment si on remonte un petit peu d'un cran, si on fait un petit peu d'épistémologie très légère de l'architecture, de théorie de l'architecture, on peut considérer que l'architecture c'est constitué comme discipline, comme un dispositif de compensation et de déni de la vulnérabilité. Et l'architecture fait partie de ces objets culturels qui permettaient à l'homme de compenser ce que Anders appelle son obsolescence, qui était insupportable, de durer. Donc durer par-delà la vie d'un individu au sens biologique du terme. Donc comment on est censé comme ça dépasser la durée d'une vie humaine et durer dans le temps. Et donc l'architecture s'est fondée là-dessus, sur ce fantasme d'une forme d'immortalité, de monument qui dure dans le temps. Et donc si on remet en question ce paradigme premier, si on imagine qu'il faut accepter la vulnérabilité, c'est l'un des grands sujets du Caire. Est-ce que ça remet en question aussi toute cette histoire et est-ce qu'on peut imaginer au contraire des maisons qui plutôt que de compenser la vulnérabilité, accompagnent la vulnérabilité, voire ici, ça c'est un exemple très manifeste, une vulnérabilité de l'architecture qui viendra en forme de mimétisme et de vulnérabilité qui se superposent jusqu'à mourir ensemble, l'habitant et sa maison. Donc c'est une autre forme comme ça d'accompagnement et de mimétisme des temporalités de l'objet et de son habitant. Quelques mots sur la question de l'hôpital. Donc l'hôpital, première architecture du soin, au sens en tout cas institutionnel du terme. Donc c'est ce qu'on a appelé forme, parce que c'était la partie la plus formelle de notre travail.
qu'on a organisé en 3 temps pour simplifier un petit peu l'histoire, avec un moment premier qui était celui du lit. Disons qu'on est parti de voilà ce qu'on a au centre. On avait une maquette au centre de la pièce, et on avait aussi un diorama qui nous a été prêté par la PHP et qui montrait de manière très simplifiée ce qu'a été longtemps un hôpital. C'est ce qui s'appelait le modèle de la salle des malades. Donc c'est une très grande pièce, comme par exemple aux Hospices de Beaune, une très grande pièce avec plein de lits, et parfois plusieurs personnes par lit. Et donc c'était un lieu dans lequel on venait essentiellement dormir, donc c'était un lieu de sommeil. Pour nous, c'était important de rappeler ça, et puis c'était aussi allié on peut raccorder ça à l'origine grecque des hôpitaux et le modèle des Asclepios, où on venait essentiellement dormir à l'hôpital, puisqu'il y avait tout un processus de guérison qui, avec Esculape, le dieu de la guérison, ça se produisait pendant le sommeil via la transmission par la figure du médecin. Et donc ça nous intéressait de rappeler aussi cette origine du lit comme premier espace-temps du soin, et de l'homme alité comme aussi homme, peut-être nouvelle figure pour l'architecture. L'homme alité, ça c'est l'hypothèse de Béatrice Colomina, qui est une historienne de l'architecture. Ça nous intéressait aussi parce que ça nous permettait d'attraper aussi la question de ce qu'on appelle le virage ambulatoire, donc qui est quelque chose qui est en marche depuis 20 ans, qui se passe essentiellement, qui a essentiellement pour conséquence une diminution du nombre de lits, parce que l'objectif c'est de passer de moins en moins de temps à l'hôpital, et notamment de moins en moins dormir, avec des conséquences architecturales très concrètes, puisque les espaces dédiés au sommeil se réduisent en fait. Et puis les espaces dédiés au flux se pensent différemment. Là. Ouais. Donc voilà, il y avait ce premier temps qui était celui de l'architecture organisée autour du lit. Deuxième temps, voilà, c'est vraiment une histoire très synthétisée ici, mais c'est ce qu'on a raconté tout à l'heure déjà avec le moment de l'incendie de l'Hôtel-Dieu, et avec l'émergence de ce que Foucault a appelé après coup, en reprenant ce qu'avait dit en fait Thénon, les machines à guérir, c'est-à-dire l'hôpital comme machine, avec surtout la grande nouveauté, si vous voulez, c'est que dans le modèle des Hospices de Beaune, l'architecture n'était qu'une grande enveloppe qui accueillait des lits, mais l'architecture elle-même n'avait pas de fonction médicale à proprement parler. Ce qui se passe, ce que montre Foucault à ce moment-là, c'est qu'à partir de la fin du XVIIIe, on demande à l'architecture elle-même de prendre en charge une fonction médicale. Et donc l'architecture prend telle ou telle forme, pavillonnaire, hauteur, monobloc, tout ce que vous voulez, des patios, mais à chaque fois, la forme est supposée avoir la meilleure efficacité dans une démarche de soin. C'est ce que Foucault appelle la machine. La machine, évidemment, c'est pas un terme anodin, c'est parce que le soin dont on parle, évidemment, c'est un soin qui privilégie quand même toute cette dimension technique, cette dimension objectivante, réifiante. Donc on est quand même dans un soin qui va plutôt, du point de vue de l'architecture, dans la voie du cure plutôt que dans la voie du care. Et là-dessus, ça c'est aussi le même Winnicott qui nous a permis de nous appuyer sur cette dissociation qui fait entre cure et care. Et qui est un texte, en l'occurrence, de 70. Ouais. Et puis voilà, et donc à partir de ce moment-là, de ce moment fin 18e de Foucault, l'histoire de l'architecture avance par typologie. Là, on peut avoir une machine horizontale, et puis là, on a plutôt une machine qui va s'avérer plutôt verticale, avec même sur le slide suivant une réalisation hyper techniciste, enfin qui raconte même comment un hôpital et une usine pourraient, une raffinerie, ont un destin commun, d'efficace en fait, de production de l'efficace. Donc ça, c'est l'hôpital d'Aix-la-Chapelle qui a été effectivement réalisé, qui correspond à peu près à ce qu'on fait aujourd'hui dans les hôpitaux, indépendamment de son langage qui fait appel clairement à l'usine. On voit dans l'axonométrie à gauche, on voit un plan, donc c'est ces très grandes nappes avec des patios à l'intérieur, ce qu'on appelle des monospaces ou des monoblocs, donc c'est des très gros bâtiments avec des trous dedans, ce qui aujourd'hui est le modèle dominant encore aujourd'hui, puisque le futur hôpital de la PHP dans le nord de Paris reprend cette forme-là, c'est le modèle encore dominant. Et donc c'est une architecture qui est vraiment pensée dans une logique de flux, d'efficacité.
les plans de ces choses-là, c'est des choses qui ressemblent à des diagrammes, vraiment dans des logiques de flèches, de trajets, quoi. Et alors, juste un point, c'est important parce qu'aujourd'hui, le grand shift qui est aussi le nôtre dans la santé, et quels que soient les pays, c'est ce qu'on appelle la transition épidémiologique, c'est-à-dire qu'on bascule quand même davantage. Alors, c'était moins le cas avec la Covid, mais la Covid, ce qui était problématique, c'était les comorbidités. Donc, malgré tout, la question de la chronicité des maladies chroniques, elle est déterminante. Quand vous avez des maladies chroniques et quand vous ne fonctionnez pas de la même façon avec un hôpital, donc vous n'êtes plus dans cette phase où il y a uniquement la gestion de l'aigu, de l'urgence, de toute une série de pathologies. Non, vous êtes malade, entre guillemets, à vie. Et donc, tout un autre rapport au parcours de soins va s'édifier. Et donc là aussi, c'est clair que les formes ne sont pas nécessairement les mêmes, et puis la manière dont le soin se dispatche dans la ville, c'est tout ça que l'architecture a réorganisé pour un meilleur accompagnement des maladies chroniques, mais aussi une question qui est encore trop peu pensée, la question de la prévention, mais aussi une autre question qui est encore trop peu pensée, la question du rétablissement. Donc vous voyez, en fait, véritablement, on s'étend et en amont et en aval du soin. Il y a une forme d'extension comme ça du domaine du soin qu'il faut pouvoir penser, qu'il faut pouvoir, auquel il faut pouvoir le configurer dans des espaces. Voilà, donc là on est vraiment dans une architecture vraiment très technique, très pure. Et puis ce qu'on a voulu montrer évidemment, c'est qu'il y a quand même d'autres choses qui se mettent en place, d'autres échelles, d'autres formes. Il y a quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, qui est intéressant, qui est Bertrand Goldberg, qui a travaillé aux États-Unis, qui était un élève de Mies van der Rohe et qui a construit plusieurs hôpitaux aux États-Unis. Il est intéressant parce qu'à la fois il vient comme critique de tout le mouvement moderniste et fonctionnaliste, et il le fait avec la construction d'hôpitaux. Et il est intéressant parce qu'il explicite très clairement, avec ça c'est l'hôpital de Chicago, il y a deux visions du soin. Il y a un plateau technique en bas, où là il est clairement dans le langage de Mies, avec l'architecture orthonormée, transparente, métallique et tout, voilà, tout ça, truc très, très carré. Et puis au-dessus, il fait appel à la fois à un autre registre formel, à un autre registre constructif, puisque c'est du béton préfa en courbe, plutôt que les structures métalliques. Et là, c'est les lieux du sommeil, c'est les lieux. Là, on retrouve le sommeil qui avait un petit peu disparu. Et donc, il y a comme ça cette explicitation formelle de ces deux dimensions du soin qu'on pourrait considérer comme le cure et le care. Et là, on va avoir un défi qui était, comme dirait l'autre, attendu, à savoir que nous sommes à la moitié et nous sommes quasiment à la fin bientôt. Ouais. Et que donc, il va falloir soit accélérer, parce qu'on va déjà un peu vite, donc, mais c'est soit sélectionner différents points pour permettre aussi tout à l'heure, quand même, qu'on termine un peu ce qui est présenté, et puis surtout le moment des questions. Pour présenter peut-être ces autres architectures qui sont plus d'architecture du care, qui font appel à d'autres formes, à d'autres échelles aussi. On peut s'arrêter simplement sur ce projet d'André Bruyère, qui est à l'hôpital d'Ivry, qui est un pavillon gériatrique, où on voit notamment dans ce qui est intéressant, là, c'est vraiment un projet qui est fait pour permettre d'autres formes de soins, notamment la relation entre le soigné et le soignant. Et ça, un élément passionnant, c'est l'importance qu'il accorde aux espaces de circulation. Vous voyez, c'est la zone assurée ici, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on fait normalement dans les espaces de soins. C'est parce que son hypothèse, c'est que c'est là aussi que le soin se produit, par la rencontre, par la discussion, par la... C'est le soin dans les interstices, en gros, c'est-à-dire que... Et là, c'est vrai qu'on a vraiment une différence entre ceux qui vont essayer de se rappeler ce fait du care qui est qu'on ne soigne pas une maladie, mais une personne malade, et à ce moment-là, comment on accueille ces subjectivités, ces singularités, et ça, c'est vrai que dans l'exposition, on a différents grands moments, comme avec Deligny aussi, sur les lignes d'air, pour ne pas chosifier, pour ne pas rajouter de la réification, mais résultat, alors là, c'est toute une autre spatialité qui surgit. Qu'on retrouve aussi un peu chez Erzberger dans un autre genre, mais on va passer sur Erzberger, c'est un petit peu la même chose. Et donc c'est des lieux qui rentrent dans toute une autre catégorie qu'on a appelée hétérotopie. Donc là encore, c'est un terme qu'on emprunte à Foucault. Donc ces autres lieux, hétérotopos, ces autres lieux dans lesquels on invente d'autres usages, et ici on parle de soins. Et on a fonctionné de manière très, en suivant Foucault, avec des catégories, notamment le bateau, avec un lieu qui s'appelle
l'Adamant, qui est un hôpital de jour qui flotte sur la Seine au pied de la gare de Lyon, donc qui est rattaché aux hôpitaux Saint-Maurice, qui est un centre de jour en psychiatrie, qui fait partie de ces lieux-là parce que c'est un bateau, parce qu'il a cette spatialité particulière, ce rapport au sol, ce rapport à la ville. Il est à la fois là au centre de la ville, mais pas complètement. Et c'est un lieu dans lesquels l'équipe soignante entretient les pratiques de ce dont Cynthia parlait tout à l'heure, la psychothérapie institutionnelle. Et qui accueille aujourd'hui d'ailleurs une micro-antenne de la chaire du GHU Paris, psychiatrie et neurosciences, mais enfin de la chaire de philosophie à l'hôpital, avec un séminaire qui est intégralement dédié à l'architecture et au CARE et qui est dirigé par votre serviteur. Je passe là-dessus pour arriver à cet autre que vous reconnaissez de vos enseignants, qui était aussi exposé. L'un des autres sujets absolument passionnants et absolument gigantesques de ce chapitre hétérotopie, c'est l'hypothèse, se poser la question, est-ce que la maladie, est-ce qu'une certaine pathologie peut créer une relation à l'espace particulière ? On l'a traité notamment dans le cas de l'autisme, ça c'est des choses aussi qu'on travaille aujourd'hui de manière très concrète. Est-ce que certaines maladies fabriquent certains rapports à l'espace particulier, le rapport au mur, le rapport à l'ouverture, le rapport au sol, il y a tout un tas de repères comme ça qui sont pensés autrement. Par exemple, il y a les travaux de Didier Houzel aujourd'hui qui parlent de ça sur l'autisme et sur le fait que ça développe des relations à l'espace particulier, avec surtout cette hypothèse que propose par exemple Houzel, c'est que bien sûr travailler sur ces cas-là, sur le cas de l'autisme, ça nous pousse nécessairement à repenser d'une manière plus générale notre rapport à l'espace. Pour tout le monde, quoi. Et donc ça, c'est ce travail donc de Berdaguer et Péju sur ces psycho-architectures, donc qui sont des maisons réalisées en impression 3D à partir de dessins réalisés par des enfants psychotiques, avec donc ces hypothèses, mais ça je ne vais pas en parler parce que Christophe pourra en parler mieux que moi, mais des hypothèses qu'une maison est une forme de représentation architecturale d'une certaine maladie, et cette hypothèse aussi passionnante, où là c'est une forme d'illustration de ce que propose le CARE, c'est ce qu'on appelle le virage capacitaire, c'est que peut-être que l'anormalité en un seul mot, peut créer quelque chose aussi. Oui, et puis aujourd'hui on appelle ça plutôt la neurodiversité, même si on n'est pas que dans de la neurodiversité, mais on a aussi ça. Et là, c'est à la fois bien sûr une représentation d'une maison, mais c'est une représentation de soi-même aussi. Et donc ça s'inscrit, voilà, on va pas le faire ici, mais ça s'inscrit dans toute une histoire, notamment dans lesquelles les surréalistes ont été importants. Et puis il y a ces documents aussi qui eux aussi parlent de ça. Donc ça c'est les lignes d'air de Fernand Deligny, on en avait 4 qui étaient exposés. Donc c'est des documents qui sont aujourd'hui assez célèbres dans l'histoire de la médecine. En 2 mots, Deligny, donc c'est un éducateur qui a quitté un moment l'institution, qui est passé par ces lieux dont on a parlé, la psychothérapie, qui a quitté l'institution et qui a créé un lieu dans les Cévennes avec des enfants autistes. Et il a passé plus d'une dizaine d'années là-bas. Et l'un de ses sujets, ça a été d'essayer de comprendre comment les enfants autistes se déplaçaient dans l'espace. Parce il le dit lui-même, qu'il était désemparé pour comprendre. Il voyait bien qu'il y avait quelque chose, mais il ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Et donc sa méthode, ça a été de tracer pendant 10 ans avec son équipe les trajets des enfants. Et donc ça a donné ces documents absolument extraordinaires qu'on appelle des lignes d'air, et qui ont permis de comprendre certaines choses, notamment le rapport au bord chez certaines. Ce qu'on appelle la clinique du bord, et qui est assez constitutive pour expliquer la question autistique, comment on fait bord, et ça renvoie bien évidemment à la question de l'enveloppe, à la question phorique, à la question de se contenir, c'est-à-dire que le sujet entre guillemets non pathologique, et je n'aime pas dire ça comme ça, mais qui arrive à se contenir, fait bord d'emblée, alors que d'autres sujets n'arrivent pas à faire bord d'emblée et donc vont produire des rapports au corps et des rapports à l'espace pour faire bord. Voilà, et puis très rapidement, un autre espace type, une autre hétérotopie type du soin, c'est du jardin, qui a une histoire particulière dans l'histoire des hôpitaux et du soin, avec ce jardin particulier qui va plus loin dans ce qu'il raconte de la relation entre le lieu du jardin et le patient. Donc ça, c'est le jardin qui a été aménagé par Doug Jarman, un cinéaste britannique, qui les dernières années de sa vie, lorsqu'il s'est su malade et donc
malade du sida et donc condamné à mourir. Il a passé les dernières années de sa vie à cultiver ce jardin à Dungeness, sur la côte britannique, dans un espace un lieu absolument terrible, balayé par les vents, dans lequel c'est très difficile de faire pousser quoi que ce soit, mais il s'est consacré avec acharnement à faire pousser, à faire tenir ce jardin pendant que lui-même luttait contre ça. Disons, à rendre fécond une terre stérile, pour le dire autrement, et puis par ailleurs qui intégrait quantité d'autres objets qu'on voit et qui n'ont rien à voir avec, dans un premier temps, un jardin, mais qui viennent aussi traduire la question de la blessure, la question de la réparation possible. En tout cas, la question de la sublimation, ça c'est sûr. Et puis enfin, une autre catégorie d'espace autre du soin, c'est tout ce qui se passe dans les interstices, le soin qui peut nécessiter une forme de furtivité, qui peut nécessiter de se passer sous la carte. Il y a différents types dans l'histoire, mais on a voulu aussi rappeler l'actualité malheureusement de cette question de la furtivité parfois, avec ce travail qui n'était pas dans notre document, mais qu'on a voulu remettre ici, un travail qui a été fait d'analyse des trajets, des stratégies spatiales développées par certaines femmes pour aller trouver des cliniques d'avortement aux États-Unis, notamment au Texas. Ça, c'est un travail qui date un peu, mais qui malheureusement retrouve toute sa pertinence aujourd'hui. On avait d'ailleurs dans le livre toute une réflexion, parce que ça fait quand même un peu aussi écho à ça, au dirty care, au dark care, c'est-à-dire comment le soin aussi cache tous ceux qui sont encore plus vulnérables, comment avant de devenir soin, des choses sont hors la loi, ou avant de devenir normal, des choses sont considérées comme pathologiques, donc la question de l'homosexualité par exemple, et donc comment au contraire petit à petit l'histoire vient ou pas réinclure, accepter, accueillir ce qui avait été exclu. Et donc on a pas mal de choses là-dessus sur dark care et dirty care. Voilà. Dark care, c'est un concept développé par Elsa Dorlin. Elsa Dorlin, qui est un auteur notamment véritablement spécialiste de la question des philosophies féministes, et pas que, parce que... Voilà, une avant-dernière partie, on va passer un peu rapidement pour passer à la dernière, mais celle-là, il y a quand même quelques trucs intéressants dedans. La partie qu'on a appelée frontière, donc là, en fait, on se repose un peu la question, toujours la même question, où se situe le soin dans la ville. Mais là, la question, c'était où se situe le soin depuis le plus intime, depuis l'espace du domicile, jusqu'au plus partagé, jusqu'à l'espace public. Donc à chaque fois, de quel soin on parle et où il se produit. Donc en gros, on va avec ça, c'était un contre-exemple qu'on mettait un petit peu... Ça, c'est Sun City, c'est une ville américaine construite dans les années 60, exclusivement pour une population âgée. Donc il faut avoir plus de 60 ans pour habiter là-bas. Et donc là, on est dans un modèle absolument terrible, qui est de une certaine population, une certaine vulnérabilité du vieillissement, crée sa propre cité à côté de la... C'est ce qu'on appelle les gate cities, hein. C'est-à-dire qui qui s'auto-constituent et qui s'auto-ferment. Et donc ça renvoie à toute la question du vieillissement, qui est évidemment l'un des très grands enjeux dans les décennies qui viennent, y compris pour les architectures. Il y a un autre exemple, qui est très beau, qui est celui développé par Ishigami, architecte japonais. C'est un exemple manifeste, prospectif, théorique, disons, où il recrée une petite communauté de personnes âgées. Ça s'appelle Home for the Elderly. Chacun vient avec sa maison. En fait, il fait appel aussi à des traditions de déplacement des objets dans l'artisanat japonais, où donc on recrée comme ça un village, chacun arrive avec sa maison, avec son petit espace, avec son univers mémoriel, et on recrée comme ça communauté. Et puis là, il y a un lieu qui lui est tout à fait réalisé, qui est le village Alzheimer dans les Landes. On avait dans notre exposition quelques exemples de domicile, de soins appliqués à l'échelle du domicile, du soin le plus technique au soin le plus care, disons. Il y a par exemple ici 2 exemples qui montrent ces 2 dimensions. Ce qu'on appellerait un logement médicalisé à gauche, adapté pour le déplacement de ces poumons d'acier. Et puis à droite, la maison que Le Corbusier a construite au bord du lac Léman, pour accompagner la vulnérabilité, la perte d'autonomie de sa maman. Oui, en tout cas, tout ce passage-là, on va passer, mais ça montrait comment les espaces publics, les espaces privés, les espaces de circulation, cette extension du domaine du soin, la question de la dépendance aussi, qui faisait que demain, le soin n'était pas que dans les hôpitaux, mais à la maison. Donc, comment le soin réinventait aussi les domiciles. Voilà, c'est tout ce que raconte ce jeu autour des frontières, sans parler du fait que la Covid
là aussi, a remis une couche sur notre manière de vivre les espaces, les interespaces, avec la question des circulations, des flux qu'on a réorganisés différemment à cause de l'épidémie. Voilà, donc c'était effectivement le cas d'école de l'espace public comme lieu de soins, l'État comme clinique, pour reprendre un mot de Schwarteux, qui était l'un des auteurs de notre ouvrage, avec notamment la remise en question de ces notions de distance. Voilà, ça pour les architectes c'est quelque chose de très important, la question, ce qu'on appelle la proxémie. Et puis on l'a illustré à l'exposition, ça faisait partie aussi des belles œuvres de notre exposition. On avait une œuvre d'Antoine D'Agata, donc que vous connaissez probablement, certains d'entre vous, qui est donc photographe, qui avait ce très beau travail qui s'appelait Virus pendant le premier confinement, dans lequel il allait documenter avec l'appareil thermique des différentes situations dans la ville, et puis après aussi les rentrées dans les hôpitaux, avec l'appareil thermique qui permet aussi d'attraper d'autres formes de visibilité. Donc voilà, c'était une manière de parler de ce moment de soin total qui reconfigure complètement les espaces. Et puis enfin, notre dernière partie, voilà. Les inhabitables. Tu dis un mot pour démarrer? Non, vas-y. Non, j'y vais. Donc là, on est dans une partie un petit peu plus prospective, un petit peu plus ancrée dans le moment présent, avec notamment ces territoires inhabitables dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, avec la plaine de Pierrelet, mais il y en a d'autres. Il y a les territoires qui sont, voilà, il y a la ville de D'Agata, qui est un territoire inhabitable, territoire dévasté par des catastrophes, par des explosions, par des tsunamis. Et donc c'est l'un des nouveaux sujets auxquels on a affaire aujourd'hui. C'est des échelles de maladies et de soins qui sont complètement inédites. Non, là c'est juste parce que comme ça vous permet de voir un peu mieux un des blocs de l'exposition, et c'était celui notamment qui était consacré à l'inhabitable avec la fresque de Perriand. Ouais, voilà. Effectivement, la fresque de Perriand, on a voulu la mettre un petit peu en point de départ de ce nouveau moment du soin. Donc ça, c'est un travail qui date des années 30, qui a permis notamment d'identifier ce qu'on appelait les îlots insalubres, qui ont été justement nettoyés, entre guillemets, notamment après la Seconde Guerre mondiale, avec ce terme intéressant, curer, récurer. Donc curage et curetage, ce sont devenus des termes d'architecture, donc c'est enlever les morceaux malades, mais c'est aussi un terme qui vient de la médecine, donc c'est une autre manière de voir les relations entre les deux disciplines. Et surtout, Perriand, elle nous a intéressés parce que donc elle identifie des territoires malades, mais surtout elle a une manière de regarder l'histoire qui est très contemporaine. C'est pour ça qu'on a voulu la mettre à ce moment-là, notamment avec l'identification assez précoce de la catastrophe annoncée, de l'importance de la disparition des espaces verts dans la ville. Donc elle essaye de nous alarmer sur la disparition de la ceinture de verdure autour de Paris. Une critique en 1936 de la place de la voiture et des conséquences sanitaires de la voiture en ville. Donc à peu près au même moment, Le Corbusier il défonçait tout Paris pour faire des autoroutes, et elle critiquait les conséquences sanitaires dramatiques de la place de la voiture en ville. Et puis elle a aussi des éléments de réflexion sur la place de la femme au foyer, sur la question du genre. Donc en fait elle pose à sa manière les bases d'une vision très contemporaine de la manière dont aujourd'hui on pense le soin. Oui, et puis disons que voilà, en une fresque, on a quasiment toutes les grandes lames de fond comme ça qui aujourd'hui, avec lesquelles on doit travailler, la question écologique, la question du genre, la question effectivement de ce qu'on a dit tout à l'heure, comment ne pas produire du non-soin à côté du soin. Donc c'est assez précieux, indépendamment de la beauté de la fresque. Donc fresque qui a été détruite un mois juste après sa monstration en 1936, pour info, mais que Le Corbusier a reproduit dans les grandes lignes un an après. Sans citer Perriand. Un autre moment du XXe siècle absolument passionnant pour nous, enfin pour nous et pour tout le monde, il devrait l'être, c'est le moment de la reconstruction des villes européennes après la Seconde Guerre mondiale, avec notamment, il y a des villes qui ont beaucoup reconstruit à l'identique, et il y a la ville d'Amsterdam qui a fait un choix très particulier avec l'architecte Aldo van Eyck, qui est de ne pas reconstruire certaines parcelles démolies. Et à la place d'y faire l'une des œuvres les plus connues de l'architecture du XXe siècle, c'est les
playground de Van Eyck, donc des terrains de jeu. Donc remplacer voilà, la ville par le jeu, l'architecture par l'anti-architecture du jeu, certains l'appelaient comme ça à l'époque. Et puis surtout, il y a l'idée qu'il ne faut pas reconstruire à l'identique, et ça c'est nouveau que ce soit, disons, explicité. Il ne faut pas reconstruire à l'identique parce que ça pourrait participer à une forme de déni du trauma collectif qu'a vécu la population. Donc ça permet aussi de ne pas oublier, de garder la trace du traumatisme collectif. Et ça c'est assez nouveau qu'on attribue. Il y a Mitch Ehrlich qui sort un livre quelques années après qui s'appelle Psychanalyse, urbanisme, qui parle très clairement de ça, des dangers de la ville moderniste qui efface la catastrophe. Donc ça c'est nouveau et c'est important, sachant qu'au même moment il y a aussi ce qu'on appelle la maladie de la ville, ça vient un petit peu après. En Ile-de-France on a parlé de la sarcellite, qui était l'hypothèse d'une névrose qui serait causée par les très grandes barres des logements de Sarcelles. Donc c'est l'idée que la ville et l'architecture peuvent rendre malade, mais en touchant l'intégrité mentale, la santé mentale des habitants, non plus seulement physique. Et il y a des grands ensembles qui sont démolis pour ces raisons d'insalubrité au sens mental du terme. Par exemple aux États-Unis, ça c'est la démolition d'un logement à Saint-Louis. Et c'est vrai que sur la question d'effacer d'une certaine manière la mémoire par la forme architecturale, il y a au moins deux dimensions qui viennent questionner de manière très très problématique ça. La dimension clinique, c'est-à-dire de dire en fait ça atteint le sujet, ça atteint la société dans sa capacité constitutive parce que ça efface sa mémoire, etc. Notamment même si c'est celle du trauma, parce que on ne peut pas simplement effacer quelque chose qui de toute façon c'est le retour du refoulé, etc. Mais c'est aussi une question historique, critique, politique, c'est-à-dire être de l'ordre du négationnisme. Et donc, résultat, au contraire, d'utiliser l'architecture pour acter que quelque chose a eu lieu et que demain ne peut pas simplement être comme si ça n'avait pas eu lieu. Et puis pour terminer, quelques exemples de démarches contemporaines, donc là on est beaucoup plus proche de nous, d'architectes qui, dans des territoires inhabitables, se saisissent de ces occasions-là pour aussi reposer un petit peu, re-questionner les fondamentaux de l'architecture. Donc il y a par exemple, donc là on est dans le territoire dévasté de Fukushima et de ses alentours, et toutes les côtes détruites par le tsunami. Donc il y a Toyo Ito, très grand architecte japonais, qui a à l'occasion, juste après cet événement, il a écrit un livre manifeste dans lequel il fait une très grande autocritique de ce qu'il a fait jusqu'alors, et dans lequel il essaye d'appeler à ce qu'il a appelé l'architecture du jour d'après. Il a fait ça, c'est intéressant, il a fait ça notamment à l'occasion de la construction d'équipements communautaires qui étaient à côté des camps de relogement d'urgence. Et puis surtout, il essaye de revenir aux fondamentaux de l'architecture, c'est-à-dire quelque chose qui tient debout, qui assume une forme de matérialité, d'épaisseur, une espèce de fonction protectrice basique, ouais, j'ai fini, que les architectes japonais avaient perdu dans les décennies précédentes avec toute cette histoire d'architecture éthérée, transparente, fluide. Il y a d'autres personnes qui nous intéressent beaucoup aujourd'hui, qui sont les architectes du collectif Forensic Architecture, donc qui sont fondés, donc un collectif fondé par Eyal Weizman, qui aujourd'hui ils sont plusieurs dizaines, ils sont à Londres, et eux ils ont complètement aussi transformé ce qu'ils entendent par architecture. Leur travail, c'est de mener des enquêtes sur des catastrophes sanitaires, mais aussi des violences policières, aussi de la pollution. L'idée, c'est qu'ils utilisent leur connaissance du bâtiment, de la ville et leurs outils de dessin pour mener des enquêtes et pour essayer de trouver dans le bâtiment des traces de ce qui s'est passé pour reconstruire la vérité lorsqu'elle est masquée ou lorsqu'elle est inconnue. Et notamment aussi quand il y a une destruction des archives. Oui, voilà. Donc là, bref, je vais passer, ça c'est Kaderatia, mais c'est aussi toute cette... parce qu'évidemment, il y a des nouvelles formes de soins, des logiques de réparation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réparation, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Et Kaderatia fait partie de ceux qui ont explicité cette solidarité de la réparation de l'espace et de la réparation de l'individu. Lui, il le fait en mettant côte à côte des espaces qui sont réparés à coups d'agrafe et des visages de gueule cassée qui sont réparés un peu de la même manière. Et puis enfin, une dernière thématique de notre travail, c'est la notion d'entretien, donc ça, de soutien, d'entretien. On est encore dans le champ sémantique du tenir, jusqu'à la notion de maintenance, qui est comment on maintient l'espace une fois qu'on l'a construit, comment on le maintient pour qu'il reste habitable. Voilà, c'est une autre forme, une autre manière d'envisager la durée, non pas par la construction sans cesse de nouveautés, mais par l'entretien de ce qui a été fait avant nous.
Et donc ça fait référence aussi à il y a une forme de revalorisation aussi depuis quelques années des métiers de l'entretien, la maintenance, qu'on réintègre dans les métiers de l'espace en fait. Et voilà, ça on a fini notre livre, notre exposition et notre conférence aujourd'hui avec cet artiste, Mirle Laderman-Ukeles, qui travaille depuis les années 60 sur cette notion de maintenance. Elle a développé des performances de nettoyage de l'espace public pour qu'on continue à l'habiter. Et elle a écrit en 1969 un manifeste pour cet art de la maintenance, puisque son idée c'était de le faire entrer au musée, son art de la maintenance. Un manifeste qu'elle appelait CARE et qu'on avait affiché nous-mêmes en fin de notre exposition. Voilà, merci. Merci. On laisse la parole aux questions. Voilà. 15 minutes. Hop. Moi, j'en aurais une, peut-être. C'est plutôt une remarque. C'est qu'effectivement, en voyant l'exposition, en voyant le catalogue, j'avais pas pris la mesure de l'importance que vous avez donnée aux lieux, aux espaces. Et ça me rappelle un entretien avec Jean Houry qui parlait de la Borde et qui citait, qui déformait en quelque sorte un concept de Foucault qui parlait d'archéologial. Et il y a quelque chose comme ça d'un rapport au site, aux lieux, comme s'ils étaient eux-mêmes presque eux-mêmes malades ou soignants ou soignés. Donc ça m'a sauté aux yeux. Voilà, j'avais pas vu ça jusque-là. Et c'est peut-être aussi une manière de repenser le soin aujourd'hui, c'est-à-dire de plus le penser comme un objet hors sol, comme un objet mécanique, mais un objet qui est ancré, qui a des racines. Voilà. C'était juste une remarque plus qu'une question, mais voilà. Non, mais pour aller c'est vrai on est passé un peu rapidement, mais sur donc Jean Houry et tout l'héritage de la psychothérapie institutionnelle, ce sont des psychiatres et des artistes, c'est la Borde, c'est quantité d'autres lieux, mais qui ont vraiment pensé la notion de milieu dans toute sa polysémie, qui ont pensé la notion de pathoplastie, comment précisément des milieux viennent nous soutenir ou au contraire nous détériorent encore davantage, et comment on vient produire des lieux, encore une fois, qui nous permettent d'aller mieux. Ça renvoie aussi à la question de soigner l'hôpital, donc soigner l'institution, etc. Donc oui, ça on était très sur ça, et surtout comment aujourd'hui on essaye de voir, de prendre cette idée que voilà, toute institution doit prendre soin, et pas simplement les institutions du soin. Pas encore, non, on va y aller. Enfin, moi je connais ici, mais toi non. Je m'interroge juste parce que tu as fini sur que toutes les institutions devaient penser la question du soin. Je m'interroge juste parce qu'on peut faire un pont assez flagrant au niveau architectural dans ce que vous avez montré avec le domaine carcéral et les questions qui sont posées dans le domaine carcéral de comment est-ce que la ville vient intégrer le domaine carcéral au sein de certains points. Enfin, c'est plus une remarque qu'une question, enfin je sais pas. Non, mais la similarité des formes et au-delà des formes entre soins et détention, c'est clair que c'est très très présent. Et ça pose les mêmes questions aujourd'hui de réinclusion ou pas, ça repose les mêmes questions bien sûr. Vous avez un ouvrage d'ailleurs, je ne sais plus celle qu'il a écrit hélas, mais parce qu'on voit très très bien quand on regarde l'histoire de la psychiatrie, comment longtemps cette histoire de la psychiatrie a été une histoire assez carcérale et assez dégradante. Il suffit de lire Goffman, Asile de Goffman, qui raconte véritablement comment dans les années 50-60,
les hôpitaux psychiatriques étaient véritablement des lieux, dit-il, de profanation de la personnalité, des lieux de chosification, mais qui étaient là aussi qui avaient un rapport à la pathologie considéré comme menace pour elle-même, mais aussi pour la société, etc. Donc ce livre, c'est sur la prison comme institution dégradante. Ça me fait penser, la remarque de Karen, je projette évidemment, je pense à notre école, et ça m'interroge beaucoup. On a beaucoup de travail à faire, je pense, par rapport aux espaces et les questions de soins à l'école, tout ce qui va avec. Mais ça me fait penser, en fait, une des notions à laquelle je pense, et puis ça me ramène à votre sujet principal, c'est la question de... vous en avez parlé en quelque sorte, mais la question de l'intime et de l'individu à côté de la question du partage et de la communauté et où est-ce que la question de la frontière était là-dedans aussi. Vous avez parlé des enfants autistes et des choses comme ça. Comment est-ce que les questions du soin, comment est-ce qu'on gère ces frontières qui sont toujours en plus en train de bouger et la question du soin, des choses les plus complexes, je pense qu'on trouve ça dans notre travail à l'école, c'est où est-ce qu'on met le curseur par rapport quand on veut être dans une attitude et une posture de soin, mais il faut respecter l'intimité de chacun et vraiment les limites et la place, j'allais dire véritable, c'est pas un mot, enfin, c'est un mot très chargé, mais enfin, je sais pas comment le qualifier, la place juste, voilà. La juste place de chacun et de chacune dans les négociations des relations. C'est le relationnel, du coup, qui est tellement difficile à jauger parce que ce n'est jamais stabilisé, je pense. C'est une réflexion, peut-être plus qu'une question, mais je serais très curieuse de savoir ce que vous avez à dire par rapport à cela. Non, mais c'est très difficile à jauger. C'est pour ça que ça passe assez facilement à la trappe si on n'y prend pas garde. Enfin, parce que moi, de mon point de vue, celui de l'architecte qui essaye de dessiner les espaces qui permettent ces formes de soins, ce qu'on a montré avec par exemple des plans d'hôpitaux versus d'autres plans, c'est tout à fait ça, parce qu'aujourd'hui les plans d'hôpitaux, très essentiellement, on répond à des... Et pour les écoles, c'est pareil, mais je pense qu'il y a une plus grande liberté. On répond à des cahiers des charges avec des choses qui sont très très contraintes, et notamment tous les espaces qui permettraient ce type de soins sont réduits au minimum parce qu'on ne peut pas les quantifier, parce qu'on sait pas combien ça rapporte, parce qu'on est dans une logique très gestionnaire et très rentable. Et donc les espaces qui permettent les soins qui ne sont pas les plus mesurables, nécessairement, ils passent à la trappe. Et c'est pour ça qu'on avait cette référence de Bruyère, on avait d'autres références aussi de Maggie Center, où là il y a des espaces collectifs qui sont maximisés, mais ce sont enfin ça arrive quasiment jamais en fait, donc qu'on puisse faire ce genre d'espace aujourd'hui. Que ce soit Bruyère, la PHP avait lancé exceptionnellement un appel à idées, donc il a pu faire ces espaces très particuliers. Maggie Center, c'est financé par des... Enfin bon, là il y a toujours ça demande énormément d'efforts et ça demande de faire autrement que par les procédures classiques de construction des espaces. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Non, mais c'est vrai que c'est très important parce qu'on voit très très clairement que les architectures entre guillemets qui spatialisent, pour le faire rapidement, la T2A, la tarification à l'acte, à l'activité, etc., vont produire en fait des espaces où on sait tout ce qui peut être, tu l'as dit, mesuré, alors même que le soin, c'est, pour le dire comme ça, c'est de produire un espace dans lequel il y a une émergence qu'on n'a pas envisagée. Parce que c'est ça le soin. Le capacitaire, le réel capacitaire, c'est de transformer une ressource matérielle en une ressource existentielle. Mais donc ça veut dire qu'il y a tout un univers qui est inconnu. Alors donc c'est l'antithèse du cahier des charges.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est profondément prolifique, fécond, mais on ne peut pas à l'instant T en amont le mesurer et peut-être même pas tout de suite dans ce temps-là le mesurer, parce que c'est souvent des temps matriciels qui vont être utilisés comme ça, qui vont être créés par tel ou tel usage. Alors heureusement l'être humain sait de toute façon de manière interstitielle se faufiler et produire ça dans tous les espaces, mais c'est vrai que quand on a un espace qui en plus est génératif à ce niveau-là, et c'est ce qu'on a essayé de démontrer, comment des espaces peuvent être génératifs de capacitaires, et ça malgré tout c'est une réflexion, alors là pour le coup essentielle pour un hôpital, mais encore plus pour une école, puisque c'est l'objet, je dirais, d'une école malgré tout de faire ça. C'est peut-être, je pense, par rapport à la question de l'entretien que vous avez évoqué, dans le fond, l'entretien permettrait d'éviter l'écueil du soin, qui lui est ambivalent, vous l'avez aussi montré, c'est-à-dire finalement venir soigner, c'est être à l'endroit du pouvoir de soigner, alors que le moment de l'entretien est un endroit qui serait, lui, avant, et donc qui éviterait l'écueil d'une relation au pouvoir. Et puis surtout, indépendamment, parce qu'on peut ouvrir la question pas simplement aux univers, encore une fois, de soins, mais on peut ouvrir à tous les univers. Et ça, dans les textes de soutenir, c'est aussi raconter un autre rapport à la propriété, c'est-à-dire celui qui est propriétaire, c'est pas nécessairement le capital, mais c'est celui qui prend soin, qui entretient. Et donc on crée aussi, comme ça, c'est toute la gouvernance des communs qui raconte ça. Mais malgré tout, c'est un geste aujourd'hui, cette réinvention des communs, et tous les communs sont là aussi des care commons, presque structurellement en fait, parce qu'ils mettent en action les sujets, et rien que cette mise en action des sujets, elle était aussi thérapeutique, parce qu'elle les renvoie à quelque chose qui n'est pas aliénant, aliéné, etc. Il y a d'autres questions, d'autres remarques? De toute façon, vous allez vivre un grand moment de soins tout à l'heure avec Éric. Non? Pause? Merci beaucoup. Merci beaucoup.